Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur la politique intérieure des États-Unis. Donc on a décidé d'intituler « Décrypter les États-Unis, identité, récit et intérêt au pluriel ». Et je pense que ce sera tout l'intérêt de notre échange ce matin, c'est d'explorer quels sont les pluriels aujourd'hui de la société américaine et en quoi ils constituent une rupture ou une continuité dans l'histoire américaine. Je vais essayer d'être relativement brève en introduction, l'objectif étant bien évidemment de laisser le plus de temps possible à nos prestigieux intervenants pour donner leurs avis et pour échanger. Et on aura du coup dans les 30 dernières minutes de cette table ronde un moment de questions-réponses avec la salle, toujours avec la plateforme Slido. Donc n'hésitez pas, sur le côté de la salle, vous avez des QR codes qui vous permettent tout le long de la table ronde de poser des questions aux intervenants et elles apparaîtront ensuite sur le grand écran. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'endosser une nouvelle casquette au sein des RSMed, bien plus intéressante à mon avis. Donc je suis vraiment ravie d'être là et je tiens déjà à vous remercier pour être présent et à remercier tous les intervenants d'avoir accepté de participer à cette 4e édition. Pour dresser un bref panorama de la situation intérieure des États-Unis, on a pu voir depuis le début de l'année 2025, depuis le début du mandat Trump 2, une reconfiguration profonde, je pense, du paysage politique américain. Et je dirais que de notre part, européens, français même, un regard empli de perplexité, je dirais même d'inquiétude, de fascination face à la situation interne des États-Unis. Je pense que ce retour de Donald Trump en janvier 2025 a confirmé les fractures sociales, culturelles et institutionnelle que traverse la société américaine. Loin d'être des turbulences passagères, mais qui représentent beaucoup plus le symptôme d'une transformation durable du pays. De ce côté-ci de l'Atlantique, je pense qu'il est tentant de réduire l'Amérique à un théâtre politique parfois sidérant, mais tout à fait spectaculaire. Mais je pense que ces débats internes sur l'identité, le rôle des institutions démocratiques, la liberté d'expression ou la justice résonnent fortement avec nos propres tensions. Cette table ronde propose donc de décrypter ces mouvements et les logiques profondes à l'œuvre dans l'Amérique de 2025. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vais essayer de dresser pour moi quelques éléments de contexte, 4 ou 5, pour entamer la conversation et ensuite commencer nos échanges. Le premier élément structurel de mon point de vue concerne peut-être l'élément le plus profond, qui est la polarisation de la société américaine et la montée de la radicalisation politique. Le 10 septembre dernier, l'assassinat de Charlie Kirk, figure montante de l'aile jeune et radicale du mouvement conservateur et fondateur de Turning Point USA, a bouleversé la société américaine dans sa globalité. Trump le qualifiant même de martyr pour la liberté américaine. Cet assassinat a, à mon avis, cristallisé la fusion entre le religieux, l'idéologie et le politique. On a également vu en parallèle de nombreux attaques ciblées contre des élus ou des responsables publics américains, notamment de nombreux démocrates, qui ont été, à certaines échelles locales, menacés ou agressés. Le FBI a notamment publié un rapport en juillet 2025 alertant sur la montée des groupes extrémistes intérieurs, y compris dans les milieux pro-Trump. Ce que révèlent pour moi ces phénomènes, c'est vraiment l'installation d'un climat de violence politique complètement institutionnalisé et normalisé, avec une rhétorique complotiste amplifiée par même certains élus. Et également l'installation d'une spirale de violence politique où, sur ces 6 derniers mois, plus de 150 incidents ont été enregistrés.
à caractère idéologique ou partisan. Le deuxième élément que je souhaiterais mettre en avant, c'est bien évidemment les offensives idéologiques dans certains secteurs, particulièrement dans le secteur de l'éducation, vis-à-vis des libertés publiques également, mais également encore au sein des armées, et le phénomène des culture wars. Il y a eu une multiplication des lois de censure dans plusieurs États américains, notamment la Floride ou le Texas, avec l'interdiction de certains contenus jugés woke et le retrait de manuels d'histoire évoquant l'esclavage ou encore les droits civiques. Et comment ne pas parler, évidemment, des récentes déclarations du nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ou secrétaire à la guerre désormais, qui trace une rupture doctrinale et symbolique nouvelle. Hegseth a effectivement pris un virage culturel radical pour l'institution militaire en supprimant les programmes diversité, équité et inclusion, en instaurant des standards physiques stricts et en imposant l'interdiction des barbes et en prônant le retour de la norme masculine la plus élevée comme exigence en matière de conditions physiques. Ces mesures révèlent une instrumentalisation de la politique de la mémoire et des identités, mais également un durcissement idéologique dans les politiques publiques locales. Le troisième élément, assez important également à mon avis, c'est les fractures économiques, le développement de la précarité, ainsi que le développement des inégalités au sein de la société américaine. On a pu voir ces derniers mois de nombreuses tensions sociales liées au coût de la vie et à la précarisation de l'emploi sur le territoire américain, notamment chez les jeunes travailleurs. Il y a eu de nombreuses grèves dans les secteurs publics, de nombreuses grèves également et mobilisations syndicales dans les grandes entreprises telles qu'Amazon, Starbucks et dans l'automobile, tandis que le gouvernement Trump II est resté complètement hostile à toute revalorisation du salaire minimum fédéral. Enfin, le dernier point que je mettrai en avant et qui pour moi aussi a une importance toute particulière, notamment à l'approche de l'année 2026 et des midterms qui s'annoncent, mais également en voyant encore plus loin, déjà pour 2028, c'est les réformes électorales qui ont pu avoir lieu aux États-Unis et les entraves à la participation électorale. On a vu apparaître au sein de plusieurs États un durcissement des lois électorales dans plusieurs États républicains, notamment le Texas, la Géorgie ou la Floride, avec une réduction du vote par correspondance, la fermeture de bureaux de vote dans certains quartiers urbains et des purges massives dans les listes électorales. Ce que laissent présager ces mesures, c'est un retour à des stratégies de rétrécissement du corps électoral qui ne sont pas une nouveauté dans l'histoire américaine, notamment l'histoire du XXe siècle, et qui restent un enjeu fondamental de légitimité démocratique à l'approche du coup des élections de midterm de 2026, mais également de la présidentielle de 2028. Sans plus attendre, je vais introduire nos trois intervenants sur ce panel et ensuite nous commencerons du coup les questions. Donc la plus éloignée de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Amy Green, qui est franco-américaine et spécialiste de la politique américaine rattachée à l'Institut Montaigne. Ses travaux portent sur les fractures identitaires et culturelles, notamment entre l'Amérique urbaine et côtière et l'Amérique rurale et conservatrice, mais aussi sur les conflits raciaux et les récits historiques concurrents qui divisent les États-Unis. Amy Green s'intéresse de près aux enjeux de mémoire, aux culture wars et aux formes de polarisation de l'identité dans le débat public américain. Elle intervient régulièrement dans les médias français et internationaux et est l'auteure de 2 ouvrages, L'Amérique après Obama, sorti en 2012, et son tout dernier ouvrage que je recommande particulièrement, L'Amérique face à ses fractures, qui était un ouvrage finaliste du prix géopolitique 2025 de l'Institut FMES, que vous retrouverez en vente à la sortie de l'amphithéâtre. Juste après, j'ai le plaisir d'accueillir Marco Scioli, qui est professeur d'histoire des États-Unis à l'Université de Milan et qui est l'un des meilleurs connaisseurs en Europe de l'histoire politique et diplomatique américaine, avec une expertise particulière sur les relations internationales, la pensée constitutionnelle et les grandes continuités de la politique étrangère des États-Unis. Il travaille notamment sur la construction de la puissance américaine,
les doctrines stratégiques qui l'ont façonné et l'évolution de cet exceptionnalisme américain. Finalement, j'ai le plaisir d'accueillir Cole Stangler, qui est un journaliste américain basé en France, à Marseille, collaborateur régulier du Guardian, de France 24 ou encore de The Nation, qui s'intéresse tout particulièrement aux dynamiques du monde du travail et aux fractures sociales aux États-Unis. Cole est également professeur à l'American University of the Mediterranean à Aix-en-Provence. Cole est aussi l'auteur du livre Classe à part, aux origines de la colère américaine, dans lequel il analyse la désindustrialisation, la précarisation du travail et les effets politiques de cette marginalisation des classes populaires. Plus récemment, il a publié Le Miroir américain, enquête sur la radicalisation des droites et l'avenir de la gauche, où il analyse la radicalisation des droites, la fracture culturelle, le retour du religieux, la montée en puissance des médias partisans et l'érosion de l'électorat populaire de gauche. Vous le trouverez également en vente à la sortie de cet amphithéâtre. Merci à tous les trois. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce panel. Merci d'être présents et d'être de fidèles soutiens aux rencontres stratégiques de la Méditerranée. Et nous allons tout de suite commencer avec une première question assez incisive pour planter le décor. Quel est, selon vous, l'événement récent qui cristallise le mieux les enjeux et la situation actuelle de la société américaine, et en quoi cet élément incarne plutôt une rupture ou une continuité? Et je propose de vous passer la parole d'abord, Amy, si c'est bon pour vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Si je devais revenir sur un événement, je reprendrais justement le meurtre de Charlie Kirk, qui pour moi représente une prolongation, une continuité finalement de cet élan de violence politique aux États-Unis, qui n'est pas nouveau non plus depuis longtemps. On a des antécédents de violence en politique aux États-Unis, avec même des assassinats de présidents. Néanmoins, il y a quand même un pic de violence, et là je fais état justement dans mon livre de violence exercée, ou en tout cas menacée, proférée à l'égard des élus, pas uniquement des élus très visibles médiatiquement, mais des élus à l'échelle plutôt locale, qui a commencé vraiment à se réinstaller dès 2017. Avec un taux de menace contre les représentants à la Chambre de représentants, justement, qui a bondi de 1000%. Vous avez cité quelques exemples. On peut penser à l'élu local démocrate de Minnesota, il y a simplement quelques mois, qui a été assassiné dans son domicile avec son mari, une tentative sur d'autres élus, un autre élu démocrate dans le même État, etc. Donc, en effet, on constate qu'il y a cet élan-là. Et puis, quelques mois plus tard, vous avez bien dit, le 10 septembre, le meurtre de Charlie Kirk, donc activiste très conservateur. Voilà. Alors, moi, je prends cet événement-là tout simplement parce que je pense qu'il englobe un certain nombre de phénomènes en cours aux États-Unis. Et c'est très révélateur, finalement. À la fois, on voit que cet élan de violence révèle une forme d'acceptation du geste violent en politique, avec des minorités très importantes d'Américains qui considèrent que la violence est légitime et justifiée pour régler des comptes politiques. Et ce, dans un climat, un écosystème aux États-Unis où on a de plus en plus tendance à voir notre opposition politique comme un véritable ennemi, voire menace existentielle. À partir du moment où vous construisez votre opposition en menace à votre propre existence, la violence ne peut jamais être très très loin comme possibilité, en tout cas dans le champ des possibles. Alors, il y a d'autres éléments, je pense, qui révèlent un peu plus profondément ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est que d'abord, il y a les réactions. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir à la fois la violence, si je me permets un peu cette formule, d'en haut, mais aussi d'en bas, si je peux. On voit qu'il y a des leaders politiques qui attisent, qui utilisent, même qui placent au cœur de leur proposition politique des propos violents à l'égard de tout type de personnes. Et de ce fait-là, on voit qu'on est sorti d'un cadre de paroles irréprochables en fait, des dirigeants qui monétisent en quelque sorte les fractures existantes. Et justement cette perception de l'autre comme l'ennemi, et d'ailleurs ils attisent aussi, ils alimentent cette culture-là. Mais en même temps, on voit que dans cet élan de violence entre guillemets d'en bas, il y a quelqu'un qui a décidé de tirer sur Charlie Kirk, donc il a
enfin, il a voulu lui-même régler son différend avec Charlie Kirk, qu'il connaissait visiblement pas. Et puis on voit dans les réactions sur les réseaux sociaux notamment, ce qui est déjà un cadre un petit peu à part, on a vu des réactions très différentes. On a vu de la jubilation, de la célébration. On a vu des justifications en disant mais c'est quelqu'un qui a tenu des propos haineux et donc finalement on ne peut pas déplorer sa mort parce que finalement ce n'est qu'une conséquence finalement de la haine qu'il a semée pendant sa vie, ses positions pro-armes, etc. Et donc finalement on a eu globalement dans la classe politique des condamnations unilatérales, unanimes, sans équivoque de cet acte de violence politique, mais en même temps on voit aussi l'incapacité des institutions, des élus, à éteindre cette violence, ayant des parties prenantes justement de ces phénomènes. Et puis évidemment, la population qui considère de plus en plus que c'est des possibilités tout à fait légitimes. Donc pour moi, c'est vraiment un événement qui est dans la prolongation justement des effets de violence. La prolongation justement d'un discours d'en haut, entre guillemets, qui prône la violence, mais en même temps, avec les phénomènes de réseaux sociaux qui encouragent justement. Un dernier élément, c'est que ce meurtre a également révélé une fracture générationnelle. Moi, je me suis intéressée un petit peu aux réactions justement, et les réseaux sociaux, ça permettait de voir un peu ces choses-là. Mais en fait, on a vu que plus les Américains étaient un peu plus âgés, plus ils considéraient que ce n'est pas du tout acceptable, soit c'est toujours inacceptable ou souvent inacceptable de célébrer la mort de son adversaire. Mais plus que vous descendez dans les jeunes générations, plus vous voyez une acceptation de ce type de réaction. Et là, c'est très intéressant parce que finalement, on peut en conclure que les Américains qui sont plus âgés, ils ont vécu les cours de civisme, ils ont vécu l'expérience politique dans une période peut-être bipolaire, enfin polarisée, mais en même temps moins. Et donc, ils ont l'expérience de se confronter à la différence, de regarder droit dans les yeux son adversaire, de dire « je ne suis pas d'accord avec vous, voici pourquoi, je vous écoute », etc. Et puis là, on envoie une jeune génération sur les réseaux sociaux, sans formation civique, et en fait, ils expérimentent la citoyenneté dans ces espaces clos, fermés, éloignés de l'autre, et donc finalement, ça peut participer à l'explication de ça. Donc je trouve que là, on va vers une tendance de plus en plus macabre, et cet acte, en tout cas pour moi, résume un certain nombre de fractures très parlantes aux États-Unis. Merci beaucoup, Amy. Je retiendrai effectivement cette normalisation de la violence politique avec deux phénomènes, un bottom-up et un plus top-down de violence politique, notamment grâce aux réseaux sociaux, et qui s'inscrit du coup plus dans une continuité que véritablement dans une rupture. Et lorsque je vous écoutais, ça me faisait penser également qu'il y a eu non seulement un débat aux États-Unis, mais on peut penser, il y a encore quelques jours, quelques semaines, au même débat qui a eu lieu au sein du Parlement européen sur le fait de rendre un hommage ou non à Charlie Kirk, provenant de plusieurs partis politiques européens, et qu'on peut voir du coup la résonance que les questions de politique intérieure aux États-Unis peuvent avoir en Europe. Merci beaucoup, Amy. Marco ? Bon, je vais parler en anglais. Je vais choisir un autre exemple. La maison d'un juge de Caroline du Sud a été brûlée parce qu'il avait jugé contre l'administration Trump. J'étais aux États-Unis l'an dernier. J'ai fait un long voyage depuis le nord vers le sud de la Caroline. Et ce que j'ai noté, c'est cette grande fracture entre deux partis, ce qui représente la suprématie blanche, les républicains en rouge, avec leur casquette rouge également, et puis de l'autre côté, le Parti démocrate qui porte des valeurs bien exprimées par l'administration de Joe Biden. L'inclusion, la solidarité et l'équité. Partout dans ces États du Sud, on entendait voter pour Trump. On veut
On veut du travail, on veut dire non à la violence et aux drogues. La présidence... Pardon. Le taux de chômage sous l'administration de Biden était de 4%, et à l'heure actuelle, le taux est en train d'augmenter. Nous sommes à un point d'inflexion. Et il faut payer 5 $. Ah pardon, l'inflation. L'inflation est vraiment très forte aux États-Unis en ce moment. Il faut payer 5 $, même pour un très mauvais café. Le camp de Trump a réussi à instaurer la peur à l'encontre du Parti démocrate. Il suffit d'écouter le vice-président J.D. Vance. Nous essayons de savoir comment empêcher ces violences qui proviennent de l'extrême gauche, de les empêcher de se multiplier. Corey Robin, auteur du livre L'état d'esprit réactionnaire, un livre très intéressant sur Trump et qui explique ce qu'il y a derrière lui. Il est clair qu'il y a cette peur des Bleus, peur des démocrates, et ils ont parlé de l'immigration, ils ont dit qu'elle était hors de contrôle. Trump et Vance ont choisi des hauts dirigeants qui viennent de Slovénie et d'un autre pays, d'Inde, mais ils sont contre toute l'immigration, alors qu'en réalité, l'immigration a été à l'origine de la force de la nation. En commençant par le premier secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton. Le président Trump a parlé de l'acte de sédition signé en 1798 lors de la deuxième présidence de George Washington. La crainte de la Révolution française et des nouveaux immigrés venus de Paris, et un de ces immigrés était Pierre Charnefond, l'interprète n'est pas sûr d'avoir bien entendu le nom, qui a conçu le Capitole. Et un autre, c'est Edmond Charles Genet, qui était ambassadeur aux États-Unis. Et il y a la crainte des soi-disant antifédéralistes. L'acte de sédition est apparu pour défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, qui est inscrit dans le premier commandement de la Constitution. Il y a eu le premier débat sur la démocratie représentative. Pendant cette période, les représentants du Congrès n'ont pas eu gain de cause. Quand on pense à la destruction complète de cette maison du juge en Caroline du Sud, on sait qu'il y a eu beaucoup d'exemples avant cela. Merci beaucoup, Marco. Plusieurs éléments que vous avez mentionnés, le phénomène de continuité et d'inscription historique des phénomènes de violence et de polarisation de la société américaine. Cole ? Ok. Alors, moi, je voudrais parler du déploiement des troupes fédérales à l'intérieur des États-Unis, ce qui est quand même un phénomène très important. Donc, le déploiement des troupes fédérales, d'abord à Los Angeles cet été, ensuite à Washington, aujourd'hui à Chicago, peut-être aujourd'hui, et peut-être demain, on va voir, mais Portland, donc ville dans l'Oregon, sur la côte ouest. Pour moi, c'est cette volonté d'utiliser l'armée à l'intérieur des États-Unis, de faire des démonstrations de force dans des grandes villes américaines, met en lumière la nature profondément autoritaire de l'administration Trump qui est au pouvoir. Il n'y a pas d'autre mot. On a un président
autoritaire qui est au pouvoir de la première puissance mondiale. Donc, pourquoi déployer l'armée à l'intérieur des États-Unis? On peut regarder les raisons officielles qui sont avancées par l'administration. Donald Trump dit qu'il y a l'insécurité incontrôlée qui justifierait l'intervention de l'armée. Or, quand on entend les habitants sur place, ce n'est pas ce qu'ils racontent eux-mêmes, ce n'est pas ce que pensent les forces de l'ordre locales sur le terrain, la police locale. Ce n'est pas non plus ce que pensent les élus. Et ça, c'est un point très important. On a les élus de ces grandes villes. Donc là, en ce moment, il y a des batailles juridiques en cours en ce qui concerne Chicago et Portland. Donc on va voir l'issue de ces batailles juridiques. En tout cas, pour l'instant, les élus locaux supplient Donald Trump de ne pas envoyer l'armée sur place. Et d'ailleurs, si on parle de rupture, là, on est clairement dans une forme de rupture très importante avec les pratiques d'autres présidents, puisque historiquement, donc quand on envoie, là, pour rentrer plus dans les détails, Trump veut mobiliser la garde nationale, donc ce sont les forces réservistes de l'armée, d'habitude, qui interviennent dans un contexte, qui interviennent dans des catastrophes naturelles, et puis, seconde condition, souvent avec le soutien des gouverneurs des États en question. Il faut remonter dans les années 60 pour trouver un autre exemple où le président avait envoyé la garde nationale contre l'avis des gouverneurs, et c'était dans un contexte du mouvement des droits civiques, donc rien à voir. On avait un président démocrate qui voulait soutenir ces manifestants contre les gouverneurs ségrégationnistes du sud des États-Unis. Donc on a quelqu'un qui est dans une forme confrontation directe avec les élus. Donc toujours la question, c'est pourquoi. Et je pense qu'au lieu de spéculer sur les intentions de Donald Trump, on peut facilement rentrer dans ce jeu. Il faut tout simplement regarder son bilan, le bilan de l'administration depuis son retour au pouvoir. On a un président qui ne cesse de cibler ses adversaires politiques et qui veut cibler tout ce qu'il considère comme des sources d'opposition potentielles. Et là, ce n'est pas mon avis, il suffit de regarder la liste de décrets présidentiels depuis le mois de janvier. On a des décrets contre les cabinets d'avocats qui ont nombreux les décrets. Qui ont osé travailler sur des dossiers contre Donald Trump, impliquant Donald Trump. Des décrets contre les médias. Ils veulent couper les subventions aux médias publics, qui sont d'ailleurs très faibles déjà aux États-Unis. Des décrets contre les universités. Quand vous regardez aussi la manière dont le parti au pouvoir, aujourd'hui le Parti républicain, parle du parti d'opposition, il les considère comme des adversaires. Donc des compromis ne sont pas possibles. Stephen Miller, un des conseillers principaux de Donald Trump, Stephen Miller dit que le Parti démocrate aujourd'hui est une organisation terroriste. Là, il y a un petit voix qui surgit On a un petit souci technique, je crois qu'on entend d'une autre salle. C'est possible de le régler en régie? Moi, je peux attendre. On apprend des choses en même temps. Oui. Apparemment, c'est bien plus intéressant ce qui se passe dans une autre salle. En tout cas, ce serait le message subliminal de la régie. Est-ce qu'il est possible de couper l'enceinte qui transmet un autre son?
quand vous regardez ses discours à Stephen Miller, il parle du camp du bien et du mal. C'est ce qu'il a dit aux obsèques de Charlie Kirk, l'influenceur d'extrême droite qui a été assassiné dans l'Utah, dont on parlait tout à l'heure. Donc, que représentent les grandes villes aujourd'hui aux États-Unis dans l'imaginaire trumpiste? Donc, de ce point de vue-là, Trump qui veut cibler ses adversaires, qui considère qu'il faut punir ses adversaires, cibler les sortes d'opposition potentielles. Les grandes villes, c'est quoi? Ce sont des endroits où les électeurs ont voté démocrate, qui votent majoritairement contre Donald Trump, où les élus n'hésitent pas à critiquer Donald Trump non plus. Donc, on a des élus qui haussent le ton. C'est absolument le cas dans l'Illinois et à Chicago en ce moment. Et ce sont des endroits aussi où les autorités locales parfois ne se coordonnent pas avec la police anti-immigration. Donc tout ça pour Donald Trump, c'est, si vous voulez, dans l'imaginaire trumpiste, ce sont des adversaires politiques qu'il faut punir. Et dernier point que je veux évoquer, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de la télévision, des images. Donald Trump, bon, ce n'est pas un grand lecteur, par contre c'est quelqu'un qui regarde énormément de télévision, et surtout Fox News. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué le nombre de personnalités Fox News qui sont dans l'administration, dont le secrétaire de la Défense, secrétaire des Transports, etc. Donc Trump, il sait très bien, il pense aux images. Donc là, on a la potentielle, on va voir ce qui va se passer, mais on a potentiellement la possibilité de mettre en scène, littéralement de mettre en scène des confrontations entre l'armée fédérale qui incarne la volonté du peuple américain, en tout cas la volonté du peuple de MAGA, donc Make America Great Again, le peuple représenté par Donald Trump, contre les démocrates qui sont incapables de contrôler l'insécurité, qui lancent qui manifestent, qui sont antifascistes, etc., etc. Donc en fait, il y a aussi ce côté mise en scène qui est très important. Donc voilà, pour toutes ces raisons, cette utilisation de l'armée clairement marque une rupture avec les pratiques d'autres présidents. Et je terminerai très rapidement. En même temps, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en même temps, cela a été rendu possible par un parti républicain dont le centre de gravité s'est déplacé ces dernières années. On a aussi affaire à une radicalisation du parti républicain. Donc Donald Trump, il ne vient pas de nulle part non plus, il incarne un peu l'aboutissement de cette radicalisation que je décris dans mon livre. Donc rupture, mais en même temps, on a une radicalisation qui date de quelques décennies du parti républicain. Je retiendrai effectivement la fracture entre la population, les élus locaux d'un côté et le pouvoir fédéral de l'autre, qui représente, et avec cette utilisation effectivement des forces armées, l'instrument de politique extérieure pour des enjeux de politique intérieure à viser et à destination du politique et afin de renforcer le caractère autoritaire de l'administration Trump. Merci Cole. On a abordé à travers vos différentes interventions déjà cet aspect et j'aimerais qu'on creuse également pour cette deuxième question, c'est la question des culture wars. Et comment est-ce que ces culture wars façonnent et sont profondément à l'œuvre dans la vie politique américaine? Et est-ce qu'elles représentent plutôt, et je pense que je commencerai par vous cette fois-ci, Cole, est-ce qu'elles représentent plutôt un symptôme ou plutôt un moteur au final de tout ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années? Ok. Très bonne question, je vais répondre, c'est sûr, je vais répondre. Mais d'abord, il faut se dire, qu'est-ce qu'on entend par guerre culturelle? On peut penser à Gramsci en Italie, on peut penser même à l'Allemagne au début du XXe siècle. Mais dans le contexte américain, on pense souvent à l'ouvrage de James Davison Hunter, c'est ça, j'avais bloqué sur son nom de famille. Hunter, en 91, qui a écrit ce livre sur les guerres culturelles. Et ce que Hunter observait, James Davison Hunter à ce moment-là, c'est qu'il y avait de plus en plus de conflits autour des valeurs aux États-Unis. Donc pour lui, quand il écrit ça en début des années 90, il pense surtout au combat autour de la question de la régulation des armes à feu, l'avortement, le rôle de la religion dans l'espace public. Ce sont des questions qui pour lui sont des questions de valeurs. En réalité, je trouve que c'est un peu plus
compliqué que ça. J'aime pas beaucoup cette définition parce qu'en réalité, la question de l'avortement, c'est aussi une question sociale qui concerne le corps des femmes. Donc il ne faut pas non plus la réduire à une question de valeur. Bon, en tout cas, quand on pense aux guerres culturelles, on pense à ces combats sociétaux pour aller très vite. Donc des combats qui ne sont pas liés à l'économie ou à la distribution des richesses ou au pouvoir économique, sur des questions plus sociétales. Et il y a de plus en plus des guerres culturelles aux États-Unis depuis les années 90. Et là, c'est très important de noter que la droite américaine a toujours eu un avantage en ce qui concerne les guerres culturelles, et le Parti républicain. C'est qu'aux États-Unis, on a des millions et de millions d'Américains qui se décrivent comme des chrétiens évangéliques, non pas évangélistes, mais évangéliques, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une relation, selon eux, personnelle avec Dieu, qui sont nés de nouveau, born again, et ce sont des millions de personnes. Mais pour eux, les États-Unis sont en train de vivre, et ça, c'est pas du tout une façon de parler ou de faire des blagues, ils considèrent que les États-Unis sont en train de vivre une crise spirituelle profonde. Et donc ces batailles-là, pour eux, ce sont des questions spirituelles, vraiment au sens littéral du terme. Et donc, quand eux, ils sont investis dans ces guerres culturelles, des compromis sont impossibles. Et ce sont ces évangéliques qui sont le véritable moteur de ces guerres culturelles. Aujourd'hui, on a évidemment d'autres guerres culturelles, on a commencé à les évoquer, la question les droits des personnes trans, la question de l'enseignement. Ce sont des questions où les républicains sont extrêmement mobilisés. Bon, il y a une chose qui a changé, qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en pouvoir. Donc ce parti radicalisé, soutenu par une base de chrétiens évangéliques, qui toujours existait, mais qui était souvent en marge de la vie politique. Aujourd'hui, cette base évangélique est au centre du jeu politique. Ils ont petit à petit, progressivement, éteint leur influence au sein du Parti républicain. Et aujourd'hui, ils ont un président qui est au pouvoir, et donc ils ont beaucoup plus d'influence qu'auparavant. Et donc, dernier point que je voulais juste ajouter aussi, qu'il faut prendre en compte, quand on parle des États-Unis, on parle beaucoup, et pour de très bonnes raisons, des réseaux sociaux. Il faut parler des réseaux sociaux. Mais je veux revenir encore sur la télévision, qui est très important, parce qu'on a une chaîne aux États-Unis qui a joué un rôle très important dans la transmission de ces guerres culturelles, qui fait, pour utiliser un terme de media studies, études de communication, ils font du agenda setting. Ils vont signaler aux téléspectateurs quels sont les sujets les plus importants. Et Fox News, je parle évidemment de Fox News, chaîne fondée par Rupert Murdoch, milliardaire australien et britannique de droite. Fox News va donner encore plus, va mettre en avant ces guerres culturelles pour les téléspectateurs. Et Fox News est une chaîne qui fonctionne très bien. On ne peut pas que, parler du contenu, il faut aussi regarder le style de Fox News, la façon dont ils mettent en avant cette opposition entre les Américains ordinaires. Donc les présentateurs se positionnent du côté des Américains ordinaires et ils critiquent le travail d'autres médias plus prestigieux qui sont assimilés aux élites culturelles. Donc Fox News a joué un rôle très important dans la transmission de ces guerres culturelles et elle continue à jouer un rôle très important. Aujourd'hui, Fox News est regardé par les Américains qui sont plus âgés, les Américains plus conservateurs, mais ce sont eux qui votent le plus aussi. Les personnes âgées, plus que les jeunes. Donc Fox News a joué un rôle très important. Donc pour répondre, pour terminer à la question, oui, les guerres culturelles contribuent évidemment à cette polarisation parce que si, Donald Trump et les républicains, aujourd'hui, leur but c'est de satisfaire les demandes de leur base politique. Ils considèrent que l'autre camp n'est même pas légitime. Ce sont des opposants, voire des terroristes ou des gens qui soutiennent le terrorisme. Et donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas envie de faire des concessions, ils n'ont pas envie de faire des compromis. Donc évidemment, ça contribue à cette polarisation, parce qu'il faut toujours, et je terminerai là-dessus, il ne faut pas oublier le fait que Donald Trump, malgré cette tentative de modeler le pays à son image, reste un président impopulaire. Il est à 40% dans les sondages. On va me dire qu'en France, c'est un président impopulaire, mais en tout cas, d'un point de vue américain, c'est un président qui est impopulaire. Et donc, il a une base importante qu'il ne faut absolument pas négliger, mais en même temps, il y a 60% des Américains qui n'approuvent pas. Et donc,
quand on veut que satisfaire sa base, évidemment, ça encourage cette polarisation que tu évoquais. Merci Cole, et merci d'avoir rappelé qu'effectivement le contexte politique actuel français arrive même à concurrencer le contexte politique américain. Je ne suis pas sûre que ce soit une source de fierté, mais c'est très vrai. Marco ? Je voudrais, concernant les guerres culturelles, je vais commencer avec les tarifs douaniers. Qui a le pouvoir de définir les tarifs douaniers? C'était le Congrès. La Constitution a été inventée pour éviter une démarche impériale. Le 18 octobre, toutes les villes aux États-Unis vont protester contre ces nouveaux tarifs douaniers. Un exemple. Le devoir d'importer des fournitures de l'Europe avec un tarif de 50%. Qui c'est qui va payer? C'est le peuple américain. Mais Trump essaie de renégocier la relation commerciale avec l'Europe. Il est en train d'entamer une guerre culturelle pour miner nos valeurs culturelles et déplacer l'axe politique vers l'extrême droite. Selon une étude par le Conseil européen des relations étrangères, Trump et le mouvement MAGA ont deux objectifs: pour discréditer les institutions européennes et pour renforcer leurs nouveaux alliés d'extrême droite dans les pays européens. Cette stratégie est visible et ressemble à un spectacle de réalité, de TV-réalité. Les supporters de Trump mènent une guerre idéologique sur le sujet de l'immigration, comme je disais tout à l'heure, mais au niveau des droits des minorités, la liberté d'expression et au niveau du climat également. Derrière, dans les coulisses, les États-Unis veulent humilier l'Europe en disant que c'est une région faible, incapable d'agir sans les États-Unis. C'est ce qu'il a dit lors de son discours devant les Nations Unies. Et selon le Conseil européen des relations étrangères, tous les dirigeants européens ont laissé faire, sauf la France. En Hongrie, en Allemagne, en Pologne, Trump soutient les candidats d'extrême droite. En 2025, il a entamé des négociations avec l'extrême droite allemande, y compris un entretien la veille des élections allemandes qui ne les a pas permis de gagner ces élections. En Hongrie, en Pologne également, Trump travaille avec l'extrême droite et les aide à démanteler les systèmes juridiques. En ce qui concerne l'assassinat de Charlie Kirk, c'est un activiste pro-fusil et Giorgia Meloni a renforcé son rhétorique suite à la mort de Charlie Kirk, qui parlait des thèmes sombres et de conspiration. Et disait qu'elle était elle-même la cible de violence politique. Le dernier exemple, c'était à Prague, où le supporter de Trump, millionnaire, qui vient de gagner les élections en Tchéquie. Le but de Trump est de remodeler l'Europe comme étant une Union européenne de nations sans contraintes communes, sans contrôle et sans aucun pouvoir supranationaux. Ce sont des plans idéologiques. Ils servent ses intérêts. L'idée est d'attaquer des valeurs européennes pour augmenter les bénéfices de Tesla, de Meta, et les fournisseurs de gaz américains. Lorsque Trump a dit que le changement climatique est un canular, il
il est en contradiction avec la science et Bernie Sanders a dit que le changement climatique est un moyen pour Trump de se battre sur ces guerres idéologiques. Dans mon dernier livre, j'en ai parlé notamment. Merci, Michael. Michael? Amy? C'est vrai que ça constitue un élément très structurant en fait, du débat aux États-Unis. Moi, j'insisterai sur peut-être 3 choses. Premièrement, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Effectivement, on voit que l'écart entre Américains commence à se creuser, notamment dans les années 70, avec un processus qui s'appelle le tripartisan. Et en fait, ce qui commence à se passer là, il y a une 50aine d'années, un peu plus maintenant, c'est que les Américains, ils ont commencé à avoir un accès de plus en plus démocratisé à l'éducation, enfin à l'enseignement supérieur. Mais en fait, à ce moment-là, ce que vous allez constater, c'est que les Américains commencent à se disperser en fonction de l'opportunité économique liée, entre autres, au niveau du diplôme. Et en fait, ça commence à faire en sorte que vous avez des grands pôles urbains qui attirent justement ces nouveaux talents économiques qui ont la capacité à se déplacer dans le pays, à s'éloigner de leur localité et finalement de construire des grands pôles qu'on voit sur les 2 côtes notamment. Petit à petit, ça vide les ruralités. Donc en fait, vous avez, et d'ailleurs c'est pas qu'aux États-Unis et que dans les années 70 d'ailleurs qu'on a ça, mais des petites communautés, enfin des ruralités notamment, qui se vident de leurs talents qui vont s'enrichir ailleurs, qui vont se développer et s'épanouir ailleurs, mais qui ne revient pas. Et en fait, ça commence à créer une dissonance parce que vous avez d'une part justement ces pôles assez libéraux, progressistes, etc. Et puis, ajoutant à ça, à partir du moment où vous avez ces pôles un peu de gauche en fait qui se construisent, vous avez de plus en plus de personnes qui décident de rejoindre ces pôles parce que finalement, qu'est-ce que je vais y retrouver? Je vais retrouver des gens qui pensent comme moi, qui incarnent des valeurs politiques comme moi, etc. On a à nouveau la voix. Et en fait, finalement, on a ces 2 Amériques-là qui s'éloignent. Ça, c'est un élément qui me semble très important parce que c'est là où les Américains commencent, je ne sais pas, mais entre autres, à ne plus se comprendre. Et donc, c'est un phénomène qui s'aggrave et qui se fait justement instrumentaliser par les différentes compositions politiques. Autre chose, effectivement, on va voir les phénomènes de religion que vous avez évoqués au cours de votre question, et avec un phénomène un peu plus récent, et ce qui est très important, c'est la sécularisation de la société. Effectivement, les premières guerres culturelles, si j'ose dire comme ça, c'est autour de l'avortement. Donc c'est une question religieuse qui va divisé, et puis Roe v. Wade n'était jamais vraiment très consensuel à ce moment-là dans la société. Mais bon, c'était autour d'une question religieuse. Un peu plus tard, c'était au sujet des armes, et c'était plus dans les années 90. Donc, ce qui se passe, pardon, juste pour revenir un petit peu, parce que je me perds dans mon propre propos, c'est que ça part des questions religieuses et qui deviennent des questions plus larges et plus politiques. Voilà. Donc, en fait, on a aujourd'hui aux États-Unis un vrai fait de sécularisation, avec de moins en moins d'Américains qui s'identifient avec une église. Et d'ailleurs, il y a une fracture partisane, parce qu'on voit ce phénomène s'accentuer davantage à gauche plutôt qu'à droite. Dans le même temps, vous avez à droite des évangéliques, mais pas que, mais notamment des évangéliques qui commencent à se dire, ils ont une lecture plutôt religieuse des valeurs de la société, sur des questions d'avortement, mais peut-être aussi des armes, sur l'indépendance de l'individu par rapport à l'autorité. Mais finalement, cette question d'évangélisme aux États-Unis est certes liée à la religion, mais est de plus en plus un marqueur d'une identité politique. Donc on a des enquêtes et des études qui permettent de montrer que finalement les évangéliques ils s'identifient davantage à la droite du Parti républicain, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils voteraient Trump, qui n'a de toute évidence pas beaucoup de points en commun avec ce courant d'une identité religieuse. Mais en même temps, cette sécularisation-là peut effrayer cette partie-là de l'Amérique pour différentes raisons. Et là, on va introduire peut-être un dernier élément, ce qui est l'institutionnalisation des guerres culturelles. Parce que finalement, cette division-là, ou ces divisions-là au cœur de l'opinion publique américaine sur des sujets de société, sur certains sujets, n'est pas si fracturé que ça. Typiquement, sur le droit à l'IVG, une majorité d'Américains et d'Américaines soutiennent le choix.
capacité de décider pour une femme, de décider pour elle-même de recourir à cette pratique médicale. Mais néanmoins, on va retrouver dans les États gouvernés par le Parti républicain des propositions de loi qui restreignent, voire qui enlèvent justement ce droit-là. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une sorte d'Amérique à deux vitesses. Donc une Amérique qui gouverne justement pour cette composition religieuse, ils profitent, entre guillemets, c'est une façon assez moche de dire, mais en tout cas, ils bénéficient d'avoir le pouvoir de gouverner ces États-là, et donc ils vont faire voter avec cette majorité-là dans les postes d'élus locaux des propositions qui vont à l'encontre de l'opinion publique américaine. Bon, ça c'est juste quelques éléments, et puis il y a un autre élément, mais je ne vais pas détailler beaucoup, et si vous voulez, on revient dans les questions, mais c'est le bouleversement démographique en train de se passer aux États-Unis qui peut également effrayer une partie de l'Amérique. Je ne dirais pas qu'il y a une partie de l'Amérique qui a peur de ce changement-là, mais il peut y avoir, il ne faut pas sous-estimer en tout cas, et notamment avec l'histoire qui est celle des États-Unis autour des questions de racisme, des mouvements des droits civiques, des mouvements émancipateurs, le fait qu'aujourd'hui on est dans une configuration de la population où l'Américain ne ressemble plus physiquement et de plus en plus au père fondateur, si je peux dire comme ça. On a des régions des États-Unis, je pense au sud, qui s'identifient majoritairement comme étant non blancs. Donc en fait, on est, et notamment dans les jeunes générations, dans des compositions qui sont très différentes justement de celles des générations précédentes. Je ne dis pas que ça c'est réflexif et c'est le seul moteur qui alimente ces guerres culturelles, mais il ne faut pas sous-estimer le chamboulement d'une société, en fait finalement, qui ne se ressemble plus à ce qu'elle a été historiquement. Merci Amy. Je retiendrai effectivement au cœur de ce phénomène de guerre culturelle ou de culture wars plusieurs éléments dont vous avez tous mentionné. L'importance des médias comme amplificateurs de la situation réelle aux États-Unis, l'importance du facteur démographique, de cette société américaine qui ne ressemble plus à celle des pères fondateurs, démographiquement parlant, le rapprochement du religieux et du politique, qui je pense aussi est un vrai déterminant de la société américaine, qui a été particulièrement mise en lumière par l'assassinat et le traitement de l'assassinat de Charlie Kirk, et effectivement ce mouvement évangélique, notamment des born again, qui a pris beaucoup d'importance et de dimensionnement dans la société américaine. Je vais poser une dernière question et ensuite pour passer laisser la place aux questions de la salle. Je parlais en introduction qu'il était important quand on regarde les États-Unis de s'intéresser à deux échéances, à mon avis. La première, c'est plutôt à court terme, qui sont les midterms de 2026, mais de garder quand même en ligne de mire les prochaines élections de 2028. Dont on voit déjà aujourd'hui les ramifications, les volontés politiques et notamment les visions des partis politiques qui s'inscrivent, je parle notamment du parti politique conservateur qui s'inscrit pas uniquement à court terme dans l'administration Trump 2, mais qui voit déjà la continuité derrière, le candidat, et on le voit notamment apparaître avec la popularité de la figure de J.D. Vance, ses apparitions sur la scène internationale et sa présence qui me semble particulièrement importante dans l'histoire américaine en tant que vice-président. Donc, quels sont, selon vous, et à cause de la censure de la régie, je vous demanderai si c'est possible d'être le plus bref possible afin de garder les temps de questions avec la salle, quels sont les scénarios envisageables à moyen terme, donc avec ces deux échéances, 2026-2028, pour la démocratie américaine? Quels pourraient être les scénarios, selon vous, les plus envisageables? Marco, peut-être, pour commencer? As an historian, I have to say that the US faced very. En tant qu'historien, je dois que les États-Unis sont confrontés par un moment très difficile dans leur histoire actuelle. J'ai parlé de la loi sur la sédition et on doit également penser aux problèmes dans les années 1920 où beaucoup de gens ont souffert. Également la période de McCarthy
dans les années 50 avec une grande peur du communisme. Et à ce moment-là, effectivement, le président a appelé la garde nationale et les a fait venir dans les universités, et surtout dans l'université d'Ohio en 1974. Je dirais qu'actuellement, le problème majeur, c'est la violence, mais la résilience existe également. J'ai confiance dans le rêve américain, comme décrit par les pères fondateurs de la Constitution. Donc, j'ai confiance dans l'avenir. Résilience et foi dans le modèle américain pour surmonter ces épreuves. Amy, peut-être? Pour 2026, en fait, la question, ça va être qui reprend le contrôle, enfin, qui garde le contrôle du Congrès. Ça, c'est une vraie question. On sait qu'avec la cartographie actuelle, en fait, c'est très peu probable, en tout cas à ce stade, que le Parti démocrate reprend le contrôle du Sénat, parce que comme vous savez, chaque cycle électoral, il y a un tiers du Sénat qui se renouvelle, donc c'est un système vraiment échelonné. En même temps, les 435 postes de représentants sont libérés et soumis à la réélection. Et donc effectivement, on voit avec la cartographie, c'est pas sûr que le Parti démocrate reprend le Sénat. Il y a plus de chances à ce qu'il reprend le Congrès. Et d'ailleurs, il y a une trentaine sur 50 postes de gouverneur des États fédérés qui sont également en jeu. Donc là, il y a vraiment des conséquences très importantes. Alors, si le Parti démocrate reprend le Congrès, la vraie question qui va se poser, c'est un Congrès dans quel État? Puisqu'on voit aujourd'hui que l'ambition de Donald Trump, c'est vraiment d'élargir l'autorité présidentielle qui dépasse ou qui dépasserait les limites normatives, en fait, la pratique habituelle des prédécesseurs. Et donc, on va voir si on se retrouve avec un Congrès affaibli, avec la justice qui aurait validé justement cet effritement du pouvoir congressionnel. Donc là, c'est vraiment la question qui reprend le contrôle et dans quelle configuration. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très très peu de figures démocrates nationales qui s'expriment, mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que les élections de mi-mandat, c'est à la base, et c'est avant tout des élections locales, y compris pour des postes fédéraux. C'est vrai que ça se fait dans les circonscriptions, et donc là, on verra beaucoup plus clair. Un point sur J.D. Vance, c'est vrai qu'il se positionne comme le successeur du Trumpisme. C'est quelqu'un qui a l'ancrage idéologique, la connaissance institutionnelle pour enraciner davantage une vision entre guillemets trumpiste au-delà de Donald Trump. Il n'est pas une figure très très populaire à l'échelle nationale. Il subit les mêmes phénomènes de fracture, d'impopularité que son président. Mais en même temps, c'est celui effectivement qui se veut héritier de Donald Trump. Merci, Amy. Cole? Je suis assez d'accord avec Amy, sauf sur un petit point de désaccord. Je dirais que sur les élections, oui, ce sont des élections locales, mais on est dans un contexte politique où tout est nationalisé, si je peux le dire comme ça. On a une situation politique où tout est vu avec le prisme de Trump et de ces combats entre le parti républicain et le parti démocrate au niveau national. Donc oui, les élections locales, mais en même temps, qui sont beaucoup impactées par le fait que Donald Trump soit président. Sinon, les démocrates, en général, le parti de l'opposition fait plutôt des bons scores au moment des midterms. Il y a un autre élément qui pourrait favoriser les démocrates, c'est que la recomposition électorale en cours fait que les démocrates, qui historiquement avaient une base plus populaire, c'était des gens qui votaient moins au moment des midterms. Paradoxalement, le fait que le Parti démocrate est devenu, aujourd'hui la coalition démocrate est devenue plus diplômée, plus aisée, ce sont des gens qui ont tendance à voter plus au moment des midterms, donc pas les élections présidentielles, mais au moment des midterms. Donc ça, paradoxalement, ça pourrait être un élément qui pourrait favoriser les démocrates, alors que l'électorat de Trump est aujourd'hui un électorat un peu plus populaire, en tout cas populaire en dehors des grandes villes. Donc ça, c'est un élément qui pourrait peut-être favoriser les démocrates. 2028, c'est ça la grande question, c'est est-ce qu'il y a un démocrate en face? On a finalement très peu parlé du Parti démocrate. J'ai évoqué tout à l'heure le taux de popularité très bas du président actuel. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les sondages, les électeurs démocrates sont très critiques de leur propre parti. Le Parti démocrate a un niveau de popularité très bas, y compris chez les électeurs démocrates. Parce qu'ils considèrent qu'il y a une opposition un peu,
je ne sais pas, endormie, qui n'est pas présente, qui n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Donc les démocrates ont une crise d'identité avec des courants politiques, des courants idéologiques qui sont différents, mais aussi une fracture autour de l'opposition à Trump. Dans quelle mesure faut-il nommer les choses? Dans quelle mesure faut-il parler de l'autoritarisme de Donald Trump ou pas? Est-ce qu'il faut parler plutôt des questions de l'inflation, du coût de la vie, des questions sociales, etc. Donc il y a une vraie crise d'identité. Peut-être que je terminerai là-dessus pour les démocrates. Oui, je trouve qu'on a même vu au niveau du Parti démocrate, des grandes figures du Parti démocrate se taper les uns sur les autres. Donc même au niveau de la direction du Parti démocrate, il semble ne pas y avoir une vraie direction commune, partagée, et certainement partagée par ces différents mouvements qui, soit pour des objectifs purement électoralistes, j'imagine, ne souhaitent pas attaquer frontalement l'administration Trump, ou alors pour ne pas reproduire les mêmes techniques qu'ils critiquent chez le Parti républicain. Donc effectivement, très intéressant. Je vais laisser la place aux questions de la salle, si la régie peut les afficher sur l'écran, afin qu'on puisse les voir. Alors, hop, décaler un peu. Alors, la première question est la société américaine est par essence multiculturelle et polarisée. Quel est le ciment de cette société jusque-là et qu'est-ce qui a changé? Je laisserai l'intervenant qui le souhaite s'exprimer sur cette question. Je prendrai volontiers. Alors, je vais juste relire parce que effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui joue vraiment sur la question du dépassement. Donc, la devise des États-Unis, c'est E pluribus unum, c'est de plusieurs un seul. Un des facteurs du ciment qui a vraiment fédéré le peuple au-delà des différences culturelles, religieuses, etc., c'est l'appartenance à un projet commun. Donc, c'est vrai que par rapport au passé, on se rappelle de l'Amérique qui faisait attirer des personnes sur la Lune, des grandes ambitions scientifiques, etc. Enfin, donc c'est vrai qu'il y avait toujours des moments en fait de grands progrès qui tiraient les États-Unis vers le devant, malgré des replis sur soi qui étaient aussi assez cycliques. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que la promesse américaine. Pour moi, le rêve. Après, chacun a son rêve américain, ce qui est aussi la génie du rêve américain, mais si je résume pour moi ce que c'était en général, c'est vous pouvez partir de la misère et arriver à vous en sortir grâce au travail. Vous pouvez également fournir une vie meilleure à vos enfants grâce à votre travail. Donc en fait, finalement, c'est un pacte presque économique. Vous investissez dans le collectif et le collectif va vous remercier, enfin en tout cas, mais vous faites par vos propres talents. Et aujourd'hui, on voit, vous avez évoqué en introduction le prisme des inégalités socio-économiques, j'en fais beaucoup état dans mon livre. C'est vrai que ce rêve-là devient peu crédible pour un nombre croissant d'Américains qui voient aujourd'hui de jeunes générations qui, du point de vue de l'espérance de vie, vivent moins longtemps que les parents, dans des moins bonnes conditions que leurs parents. Donc finalement, on voit que cette promesse-là de la réussite socio-économique, de l'ascenseur social, fait faillite. D'ailleurs, l'ascenseur social est plus rapide en France qu'aux États-Unis, ce qui était quelque chose que j'ai découvert en écrivant mon livre, ce qui m'a un peu surpris parce que ce n'est pas typiquement le discours qu'on peut imaginer. Maintenant, il faut 6 générations aux États-Unis pour sortir de la pauvreté. Donc c'est vrai qu'on a un système bipolaire qui structure le conflit. Ça, c'est le processus démocratique, c'est le conflit et c'est bien normal. Bon, là, on atteint des niveaux de polarisation, mais je dirais qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la faillite justement de cette promesse socio-économique comme moteur d'un projet fédérateur pour tous les Américains, même dans leur individualité, y participer à cette vision d'ensemble. Cool. Ouais, peut-être pour compléter, il y a un élément très important en fait, pour comprendre les États-Unis d'aujourd'hui, et même le passé, c'est le rôle du syndicalisme, qui est très très important pour comprendre à la fois un niveau de vie, un certain niveau de vie qui était plutôt élevé après la Seconde Guerre mondiale, mais qui explique aussi la recomposition politique en cours. C'est un des avantages de faire du journalisme de terrain. Quand j'étais en Virginie occidentale, donc un État qui était démocrate jusqu'aux années 90, qui a basculé républicain. Quand vous demandez aux gens en Virginie occidentale, un État très pauvre, très blanc,
où il y avait à l'époque des mines de charbon très importantes, mais qui souffrent beaucoup de la désindustrialisation. Quand vous parlez avec les électeurs, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les gens votent plus démocrate alors que c'était un État qui votait largement démocrate par le passé? Ils me disaient souvent, c'est souvent lié au syndicat, au déclin du syndicat qui était là. Le syndicat jouait un rôle fédérateur dans l'espace commune de ces petites villes, de ces petits villages, où le syndicat proposait non seulement garantissait un meilleur niveau de vie pour les salariés. Peut-être on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails du système du syndicalisme américain qui est très différent de ce qu'on a en France. Mais en gros, pour aller très très vite, aux États-Unis, si vous n'avez pas un syndicat sur place, sur votre lieu de travail, vous n'avez même pas le droit de négocier avec votre employeur. Donc les syndicats négocient des accords au nom de tous les salariés. À l'époque, juste après la Seconde Guerre mondiale, on avait un taux de syndicalisation à peu près à 35% de la population, des travailleurs. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Ça veut dire que 9 salariés sur 10 n'ont pas le droit de demander des négociations collectives avec leur employeur. Je ne sais pas si les gens vous rendez compte. Okay. Donc, les syndicats non seulement garantissaient un meilleur niveau de vie, mais ils transmettaient aussi des valeurs antiracistes, des valeurs plutôt progressistes. Et donc, les syndicats jouent un rôle très très important. Donc, ça, c'est un élément peut-être qu'il faut continuer à... Là, il y a la voix de l'écran qui revient. Mais... Oui, je veux bien du coup qu'on éteigne finalement l'écran. Si on a on a de nouveau le son d'une autre salle qui apparaît. Je vous remercie. J'essaie quand même de continuer à parler. Et Marie-Caroline, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, on a peut-être le début d'un renouveau du syndicalisme américain, puisqu'on voit des campagnes de syndicalisation en cours chez les plus grands employeurs des États-Unis. Notamment Starbucks. On a une centaine d'enseignes Starbucks où les salariés ont voté pour la création d'une organisation syndicale. On en voit aussi en cours à Amazon, qui est un des plus grands employeurs des États-Unis. Et donc c'est une question que moi je me pose et que d'autres personnes se posent en regardant les US. Est-ce que ce petit renouveau du syndicalisme pourrait éventuellement, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, rééquilibrer les choses d'un point de vue social et donner un peu plus de redistribuer un peu les richesses dans ce pays qui est extrêmement inégalitaire et qu'on ne cesse de répéter. Oui, tout à fait. Je pense que pendant nos échanges, on a effectivement, et c'est fondamental, beaucoup parlé de la notion de guerre culturelle qui est inhérente à la société américaine. Je suis ravie que, Cole, tu aies eu plus le temps de développer la question socio-économique, qui, je pense aussi, est toujours un terreau fondamental de polarisation de la société américaine et effectivement le rôle des syndicats dont tu parles dans ton premier ouvrage, qui est certainement un facteur à suivre dans l'histoire américaine. J'ai vu une question, du coup, quelle place occupent et comment réagissent les GAFAM par rapport à cette fracture sociétale et cette polarisation politique? Effectivement, ce rôle des GAFAM, et je vais sélectionner une deuxième question tout de suite. Compte tenu des éléments mentionnés en introduction, peut-on encore qualifier les États-Unis de démocratie libérale? Faut-il aujourd'hui employer un autre terme? Je vous laisse sélectionner la question de votre choix. Des États-Unis comme démocratie libérale. Encore. Je prends GAFAM. J'ai dit quelque chose déjà sur les GAFAM, comme quoi Trump essayait de les protéger ici en Europe. Ils veulent protéger les GAFAM en Europe, partout en Europe. Il y a la Chine et la Russie également. Trump a demandé aux GAFAM qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays. Ils ont répondu, j'ai donné des millions. Ils ont une relation étroite avec la présidence actuelle de Trump. Ou Cole sur la question des États-Unis et de la démocratie. Les États-Unis sont-ils toujours une démocratie libérale?
Pas facile. Ouais, ce qui est important de savoir, c'est que les Américains, ils n'ont pas voté en 2024 pour mettre fin à des libertés individuelles, aux institutions. Finalement, on peut refaire l'autopsie de cette élection-là, mais en fait, il y avait plusieurs choses et c'était pour certains autant une vote d'adhésion à la politique de Donald Trump qu'un rejet d'un parti démocrate jugé défaillant dans ses responsabilités qu'il a occupé pendant 7 ans sur les 10 précédents. Donc finalement, il y avait, oui, cette colère qui s'est exprimée et qui s'est finalement déportée vers Donald Trump. Pourquoi? Parce que la première fois, on nous a vendu que le ciel allait tomber, il n'est pas tombé. On nous a vendu une démocratie morte, elle n'est pas morte. Et finalement, si j'ai une offre politique qui se constitue en bipolaire, et ben si j'aime pas un pôle, ben j'ai qu'un autre pôle finalement. Donc c'est plus complexe que ça, mais en fait j'insiste sur ça parce que finalement ce qu'on voit aujourd'hui dans la politique que prend l'administration Trump, c'est vrai que ça va assez loin sur un certain nombre de questions qui n'étaient pas du tout mises en arbitrage pendant l'élection, qui s'est joué vraiment sur 3 sujets. La faiblesse à l'international, qualifié en tant que tel par le président, à savoir Joe Biden n'a pas réussi à éteindre de nouvelles guerres, ni à prévenir ni à éteindre de nouvelles guerres. Faiblesse à la frontière parce qu'il y avait un nombre record de passages clandestins à la frontière. Et puis faiblesse au domicile parce que le Parti démocrate n'a pas redressé la situation économique de précarité vécue ou ressentie comme telle dans les foyers. Finalement, Donald Trump a réussi à caractériser cette élection-là avec une proposition différente de celle des démocrates, et il y avait d'autres sujets aussi. Mais finalement, il n'y avait pas la question de la défense de la démocratie libérale ou la mise à fin de ça. Ce qui va être très intéressant par la suite, est-ce que pendant les élections de mi-mandat, les électeurs ils vont finalement être un petit peu amers sur la performance économique de cette présidence? Ça reste à voir. Est-ce qu'ils vont considérer que le déploiement des troupes dans les villes démocrates, ça va trop loin? Peut-être, mais peut-être pas, parce que c'est d'ailleurs une proposition qui plaît à un certain nombre d'Américains, notamment qui vivent dans des zones très tendues et qui se disent mais ça sera super si on a un peu d'aide chez nous. Donc il faut pas penser non plus que c'est unanimement rejeté. Et est-ce que les Américains ils vont considérer que le président a restauré un peu le prestige américain dans le monde? C'est à voir. Mais j'insiste sur le côté local parce que c'est vrai que si tout est pour ou contre Trump, ça minimise le fait qu'il y a quand même des élus de gauche dans les circonscriptions qui défendent les valeurs de gauche et qui sont élus sur ça. Et donc en fait, quand le Parti démocrate a vendu, en fait, on n'aura plus de démocratie dans quelques années si c'est Trump, finalement, ça n'a résonné qu'avec les électeurs démocrates. Donc, il va falloir aller au-delà, mais en termes de la défense des libertés individuelles, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est sorti de ce cadre aux États-Unis. Merci, Amy. Une autre question, monsieur... Oui, bien sûr, Cole. Rapidement. Oui, je suis d'accord, le système, oui, mais je rappellerai, on a un parti politique qui est au pouvoir qui n'est pas un parti qui accepte les principes de la démocratie libérale. Il faut pas oublier ça non plus, c'est un parti qui a essayé de renverser les résultats des dernières élections, des élections de 2020. On n'a pas évoqué la question du 6 janvier, une tentative de coup d'État organisée par le président actuel. Bon. Donc c'est un parti qui a du mal avec un certain nombre de principes, démocratiques. Il ne faut pas non plus négliger le rôle, on a très peu évoqué. Je suis d'accord, on n'a pas envie de refaire l'autopsie, comme Amy a dit, de cette campagne 2024, mais je veux dire, quand on vote pour Donald Trump aujourd'hui en 2024, même si c'est peut-être une réalité qui est dure à accepter pour un certain nombre d'Américains, mais quand quelqu'un vote pour Donald Trump en 2024, oui, il a fait campagne sur des questions économiques, il a parlé de l'inflation, oui, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant d'un certain nombre de sorties xénophobes, voire racistes, ces excès, pour le dire de manière un peu plus diplomate. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Et donc, quand vous votez pour Donald Trump, ça veut dire à un moment, vous cautionnez. Bon, je sais, ça fait mal pour certains, on n'a pas envie de l'entendre, mais à un moment, il ne faut pas négliger non plus l'importance, la façon dont Donald Trump a joué sur les divisions, sur le racisme, sur les divisions ethniques. C'est important, et de ce point de vue-là,
c'est aussi une stratégie républicaine qui ne date pas d'hier, qui a été testée, utilisée souvent de manière plus subtile par d'autres candidats républicains. On peut parler du grand président Reagan qui fait un discours en 1980, qui commence sa campagne de 1980 en parlant de l'importance des states' rights, des droits d'État, dans un comté du Sud, dans un comté dans le Mississippi, un État du Sud, qui était historiquement un État ségrégationniste. Donc c'est un clin d'œil aussi à ces courants très réactionnaires. Donc bon, il ne faut pas non plus sous-estimer ce côté très, finalement, profondément réactionnaire de Donald Trump. Quand on a voté pour lui, on savait on connaissait ses propos, excusez-moi, on savait ce qu'il représentait. Donc ça, c'est important. Et puis la question, c'est, bon, l'autre parti d'opposition, encore une fois, on peut parler des démocrates, enfin, le parti d'opposition, c'est aux démocrates d'avoir une alternative en face. Pour l'instant, même les propres électeurs des démocrates ne savent pas ce que représente ce parti. Il y a différents courants, mais quel est leur positionnement? Et c'est vrai qu'ils restent plutôt sur la défensive qu'aujourd'hui sur la construction d'un programme fédérateur au profit de leurs électeurs. Et on ne parle même pas de développer l'électorat, mais en fait de maintenir l'électorat démocrate, traditionnellement démocrate, au sein des rangs du parti. Je clôturais ces discussions. J'en avais une question, mais que je ne vois plus, mais qui me semblait particulièrement intéressante à traiter. Et je rajouterais moi-même une question avant de clôturer. C'est comment réconcilier, donc des petites pistes d'optimisme, comment réconcilier ces deux Amériques qui ne se tolèrent plus, qui ne se comprennent plus. Et moi, je rajouterais une dernière demande, c'est si vous deviez, donc chacun d'entre vous, identifier un seul facteur, qu'il soit sociologique, si vous deviez identifier un seul facteur, qu'il soit sociologique, religieux, culturel, économique, institutionnel ou tout autre, qui structure profondément et majoritairement pour vous le logiciel américain, quel serait-il? Donc, première, une piste d'optimisme pour réconcilier ces deux Amériques, et deuxième, quel facteur structurant majeur? Cole? Ok, je vais commencer par la première question. Donc, moi, je vais parler plutôt du Parti démocrate, parti d'opposition face à un parti qui est devenu un parti autoritaire. Donc, il faut regarder par le passé, quand est-ce que les démocrates gagnaient réellement des élections? On peut remonter à la période de Roosevelt. Pour moi, c'est un exemple parfait de cette grande coalition démocrate qui a réussi à prendre le pouvoir. Pourquoi on votait démocrate après Franklin Roosevelt, le président du New Deal des années 30? Parce qu'on savait, c'est très simple, c'est très banal ce que je vais dire, mais on savait que quand les démocrates étaient au pouvoir, avec le New Deal, que les choses allaient mieux d'un point de vue économique. Roosevelt, c'est le parti qui a instauré, Roosevelt, c'est le président qui a instauré le salaire minimum fédéral. C'est les avancées sociales, je ne vais pas faire toute la liste, mais les choses allaient mieux. Et donc, le Parti démocrate était associé avec une amélioration des conditions de vie des Américains, ce qui est très loin du Parti démocrate actuel. On peut aussi parler de la présidence Johnson dans les années 60, où il mettait en place des vraies politiques qui ont amélioré les conditions de vie des Américains. Donc, il faut que le Parti démocrate, déjà, qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils mettent en place un programme qui montre qu'ils sont capables d'améliorer les choses. C'est très banal, c'est très simple, mais je suis d'accord avec Amy que ce n'est pas en parlant que de l'importance de la démocratie libérale qu'il faut sauver, etc., quand les démocrates vont gagner. Parce qu'en fin de compte, les Américains se demandent mais quelle démocratie? Pourquoi? Donc il faut que les démocrates proposent quelque chose. Il y a des candidats intéressants en ce moment. Pour donner quelques exemples, il y a un jeune socialiste à New York qui a gagné la primaire démocrate, qui va peut-être devenir le prochain maire de New York, Zoran Mamdani. Mais si on veut parler de zones plus rurales, il y a des candidats intéressants dans le Maine. Je pense à Graham Plattner, un démocrate qui est ancien combattant, qui parle de l'oligarchie, donc une campagne très populiste, mais populiste à la Bernie Sanders, donc le peuple contre les élites économiques. Et puis on peut aussi même parler d'un candidat dans le Nebraska, Dan Osborne, candidat ancien syndicaliste, qui lui est indépendant, qui n'est même pas démocrate, mais qui se présente contre les républicains. Bon, ça c'est le premier point.
Et le deuxième point, c'était la question, c'était... Le deuxième point, c'était le facteur structurant majoritaire de la société américaine. Le religieux, le socio-économique, le culturel, l'institutionnel. Voilà, la réponse facile, c'est de dire la coalition de Trump, c'est une véritable coalition. Et donc, il n'y a pas un seul facteur. On a les patrons de la tech, un certain nombre d'oligarques de la Silicon Valley qui les soutiennent. On a aussi un côté très... Il y a des souverainistes, donc des gens comme J.D. Vance, qui veulent plus de guerre commerciale pour défendre l'industrie américaine. Mais on a aussi, et je mettrai l'accent là-dessus, on a parlé tout à l'heure, ces chrétiens évangéliques qui sont très très importants. Donc moi j'insisterai vraiment sur le fait religieux. On l'a vu aux obsèques de Charlie Kirk. C'est extrêmement important. Et juste pour terminer rapidement, il y a un moment très intéressant parce qu'aux obsèques, on peut dire en effet Donald Trump, il a très peu de... C'est pas un chrétien, un bon chrétien on va dire. Voilà, pour le dire de manière diplomate encore. Parce que bon, il s'est divorcé, il a acheté la silence d'une actrice porno, etc. Donc bon, d'un point de vue chrétien, c'est pas l'idéal. Mais en même temps, ce qui est très important à comprendre dans le monde MAGA, et je l'ai vu avec mes propres yeux, en reportage, je parle avec des républicains sur le terrain, dans des bastions des évangéliques, et eux, ils considèrent Donald Trump comme une sorte de roi David, de personnage biblique. Roi David, quelqu'un qui était certes pas un très bon, qui péchait, qui avait ses excès, mais qui était quand même celui qui dirigeait son peuple. Et Trump a joué sur cet aspect-là. Il a joué ce personnage, même, je terminerai, aux obsèques de Charlie Kirk, où, moment très puissant, il y a la veuve de Charlie Kirk qui prend la parole, et dans un moment vraiment très puissant, elle dit que je pardonne le tueur. Donc ça... un exemple vraiment de ce que c'est finalement d'être chrétien. Et Donald Trump prend la parole juste après et il dit « Bon, je ne suis pas d'accord malheureusement avec vous, moi je déteste mes adversaires. » Bon, assez choquant, et on peut dire oui c'est choquant, c'est paradoxal, mais en même temps, dans le monde MAGA, Trump il est dans son rôle, c'est le roi David. Et donc je sais que ça peut être choquant, pourquoi je parle autant de la religion, mais pour comprendre ce monde MAGA, Make America Great Again, il faut comprendre l'importance du fait religieux qui est vraiment le ciment de cette coalition. Cristallisation du religieux et du politique, tout à fait. Marco ? Pour moi, c'est... je vais parler en anglais. My point... Alors pour moi, Trump est fragile, surtout au niveau de l'économie. Tout ce qu'il touche échoue à de nombreux niveaux. Il a échoué notamment dans ses business par le passé. Il n'a pas pu comprendre la diversité de la société américaine. C'est la société qui a entraîné le succès de l'Amérique par le passé et encore aujourd'hui. On a évoqué Roosevelt. Roosevelt était chargé de la transformation de la vie des Américains avec son New Deal. Si on prend en compte l'histoire, l'Amérique est une société multiraciale. Et l'élection de Barack Obama lui-même en est l'emblème. Et il a instauré le Obamacare, qui était donc une promesse envers le peuple américain. On se souviendra de Trump pour son attitude de suprémaciste blanc et de la guerre contre le peuple américain. Oui, parce que vous avez parlé pas de Trump, mais de la société américaine. Donc j'élargis pour dire que le facteur, pour moi, c'est l'absence d'une vérité commune. Je pense que c'est un facteur qui structure beaucoup la vie politique, la vie civique aux États-Unis. C'est important de se rendre compte de ça. Et puis le point d'optimisme, c'est un peu un faux point d'optimisme, mais pour fédérer justement les Américains autour de quelque chose. Aujourd'hui, chaque individu vit un nombre croissant de souffrances, vivent ça de façon intime. La question de la santé, la question des armes, la question des inégalités socio-économiques, sans se rendre compte nécessairement que son voisin
vivent la même chose et que dans sa communauté, il y a beaucoup de voisins qui vivent la même chose et que dans son État, ainsi de suite. Donc finalement, un facteur presque d'optimisme, en tout cas de fédérer des Américains autour de quelque chose, c'est de se rendre compte que cette précarité, cette difficulté, cette inquiétude et cette peur n'est pas partagée uniquement par eux, mais au travers des clivages politiques, au travers de la couleur de la peau, au travers des États fédérés, etc. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est un facteur vrai dans l'expérience de l'Américaine ordinaire aujourd'hui. Merci beaucoup Amy, merci à nos 3 intervenants pour ces échanges, merci à vous d'avoir écouté. Je vous rappelle que les 2 ouvrages sortis récemment par 2 de nos intervenants, donc l'ouvrage de Cole sur le miroir américain et l'ouvrage d'Amy sur l'Amérique face à ses fractures, sont disponibles à la librairie Charlemagne juste à la sortie de la salle. Merci à vous.